J'en profite déjà pour saluer toute ma famille actuellement en live. Bonjour à toutes et à tous. Commençons déjà par remercier bien sûr les sponsors, mais vous l'avez déjà vu 40 fois, donc je ne vais pas m'étendre dessus. Mais merci à eux, sans qui nous ne serions tous pas ici, bien sûr. Je m'appelle Arthur, pour la moitié de la salle qui ne me connaît pas déjà, et je vais vous parler, comme vous l'avez entendu ce matin, de bonheur au travail sur la base d'un récit personnel. J'aimerais d'abord vous parler de Stardew Valley. Stardew Valley, pour ceux qui n'ont pas la chance de connaître ça, c'est un jeu vidéo dans lequel le protagoniste est employé d'une méga corporation multinationale, capitaliste, déshumanisante, tous les clichés qui vont bien, et qui se rend compte, un jour, que son métier ne lui plaît plus, qu'il ne s'y reconnaît plus. Vous connaissez peut-être cette citation de Confucius, qui dit de choisir un travail que l'on aime, et on n'aura jamais à travailler un seul jour de notre vie. Mais visiblement, le protagoniste de Stardew Valley avait choisi le mauvais métier. Il décide donc de tout quitter, pour aller reprendre la ferme de son grand-père récemment décédé. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Pour aller faire quelque chose de concret de ses mains, travaillant dans la ferme, mais aussi en intégrant une nouvelle communauté, donc en se rapprochant un peu à nouveau de l'humain. Cette idée de plus se plaire dans son travail au point d'envisager sérieusement de tout quitter, je la trouve assez intéressante. Vous connaissez peut-être même vous-même déjà des gens qui ont dit que de toute façon dans 20 ans, il ou elle ne serait plus dev, mais dans leur jardin en train de faire pousser quelques tomates, d'élever quelques chèvres. Personnellement, j'en connais, plusieurs même. Donc j'ai fait quelques recherches sur le sujet et j'ai découvert que ce n'est pas du tout qu'un jeu vidéo. C'est une réalité. Il y a une étude statistique de l'organisme Slashdata qui date de l'an dernier, qui a découvert sur 3260 salariés dev du monde entier interrogés, que 41% ne se considéraient pas satisfaits ou satisfaites de leur travail. Même pire, 49% envisagent très sérieusement de changer complètement de travail, de se reconvertir, ou hésitent. Ils sont peut-être dans cette phase où ils blaguent un peu sur le sujet, il y a peut-être un petit fond de vérité dans la blague. Ces chiffres ils sont assez impressionnants, d'autant plus que ça touche un peu toutes les catégories de dev, sans forcément les lire, mais on voit que de manière générale, il y a une part non négligeable d'insatisfaction ou d'indécision, en gris. Et ces chiffres, je les trouve d'autant plus impressionnants qu'on peut se demander, mais comment on en arrive à de tels chiffres avec un métier pourtant si apprécié, si idéalisé généralement. Et moi, je pense qu'on peut dire que ce métier, il a de nombreux clichés. Par exemple, les tech bros, ces multimillionnaires, milliardaires, influenceurs qui mettent entre les mains de millions de gens des choses qui leur changent parfois le quotidien, leur changent la vie. Ça donne envie d'être comme eux. Il y a beaucoup de gens qui se lancent dans la technologie pour être comme eux, riches, mais aussi pour faire des choses qui peuvent impacter les gens. C'est un métier aussi, les avantages du métier, par exemple, le salaire. Certes, le marché aujourd'hui, il est ce qu'il est, mais pour nos conditions de travail, on en a parlé hier à la keynote déjà, c'est un métier qui paye statistiquement plutôt pas mal. Pour un 8h-17h dans un bureau au chaud. Et aussi, par exemple, le télétravail. On dirait trop moi, mais c'est pas du tout moi. Et donc le télétravail qui est un avantage que beaucoup de métiers n'ont pas, au point que parfois certains se reconvertissent dans le développement, parce que c'est un métier qui fait envie. Et justement, c'est un métier qui a plusieurs portes d'entrée. On peut faire par exemple des études publiques, des études privées, on peut faire des formations en ligne, on peut même s'auto-former, on peut faire nos petits exercices de notre côté et devenir développeur entièrement par nous-mêmes. Les formations qui existent, elles sont souvent professionnalisantes, diplômantes. Donc c'est un métier, encore une fois, le marché aujourd'hui est ce qu'il est aussi, surtout pour les juniors, c'est très difficile, mais c'est un métier qui est quand même abordable. Personnellement, moi, je me suis lancé dans les études publiques avec grand enthousiasme, et j'ai découvert que ce métier correspondait à beaucoup de ces clichés, et même d'autres encore que je ne soupçonnais pas. Mais après quelques années, je commençais à faire de l'alternance, à travailler, et je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Je partais le soir, je réfléchissais déjà à ce que j'allais faire le lendemain, j'avais hâte de revenir. Petit à petit, la semaine va être longue, et puis parfois, je me levais le matin, je me disais, j'ai pas envie d'y aller aujourd'hui, pitié. Donc visiblement, quelque chose n'allait pas. Visiblement, comme le protagoniste de Stardew Valley, un matin, je me suis levé et je me suis dit, je ne suis plus heureux dans mon métier. Et pourtant, j'étais tout junior. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là? Mais tout comme ce métier, il a beaucoup de clichés, je pense qu'on peut aussi dire qu'il n'est pas exactement toujours comme on peut l'imaginer. Par exemple, c'est un métier qui a de nombreux processus rituels. On en a parlé hier à la keynote et même à d'autres conférences sur le fait de contribuer au mal-être au travail en tant que coach agile. Ces processus rituels ils nous permettent aujourd'hui, dans le développement logiciel, d'avancer de manière cadrée, structurée, organisée. Mais
selon les gens ou mal implémenté selon les entreprises. Ça peut être lourd, ça peut être quelque chose de frustrant pour des gens d'avoir l'impression de passer plus de temps en réunion qu'à coder. Et quand on adore ça, ça peut être frustrant de se dire j'ai l'impression de jamais arriver à avancer parce que je suis tout le temps interrompu, tout le temps en réunion, etc. C'est aussi un métier qui fait travailler avec des gens. Et travailler avec des gens, ça peut vouloir dire travailler dans des situations qui ne sont pas toujours agréables, parce que les gens ne sont pas toujours compatibles, parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes de travail, les mêmes habitudes, les mêmes méthodes de vie de manière générale. Ou inversement, être quelqu'un de très sociable, se retrouver catapulté tout seul sur un projet dans son coin. C'est des situations qui peuvent être les deux assez lourdes à vivre et au quotidien en plus. C'est aussi un métier qui a une certaine pression de la performance, respect des délais, des KPI. Et l'IA, qui pourrait être un facilitateur de notre métier, fait qu'on nous dit au contraire, c'est plutôt un accélérateur, on peut faire encore plus vite, encore plus loin. Donc c'est une tendance qui ne va peut-être pas vers le bon sens. Ou encore, pour citer un dernier, les projets legacy, ces fameux projets qui sont très vieux, qui ont vu passer des dizaines et des dizaines de personnes, dont les connaissances elles sont souvent perdues dans les limbes d'une doc Confluence ou dans la tête des développeurs seniors. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé dans la banque. Donc, je m'attendais à travailler sur des... Je pense qu'il y en a qui voient où je veux en venir déjà. Je m'attendais à travailler sur des applications hyper modernes, distribuées, gérer des flux financiers, des trucs de malade. Il m'a dit, bah non, ici, on fait du COBOL et ça tourne sur des mainframes qui ont 30 ans. Et ça fait tout ça. Et je me suis dit, ah bon, d'accord. Le projet Legacy, c'est rarement des choses qui sont fun et stimulantes. Mais ça va toujours exister parce que les projets d'aujourd'hui seront le legacy de demain. Donc il y aura toujours des gens qui devront s'en occuper. Il faut apprendre à composer avec. Cette réalité, ces choses-là, c'est dur de s'y préparer avant de commencer à travailler. C'est dur de se rendre compte avant de vraiment exercer un métier, qu'est-ce qui nous plaît dedans, qu'est-ce qui ne nous plaît pas. Et quand on se rend compte de ce qui ne nous plaît pas et que c'est lourd et frustrant au quotidien, ça peut être très dur de se dire, par exemple, si ça arrive en début de carrière comme moi ça a été le cas, en fait j'ai encore au moins 40 ans, sans doute beaucoup plus, à subir de ça. Et donc, dans mon cas, est-ce que je vais pas trop vite ? Je vais pas trop vite. Dans mon cas, j'ai rejoint donc les 49% qui ont envisagé sérieusement de changer de métier, alors que je venais à peine d'y rentrer. Je me suis sérieusement posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre de ma vie, plutôt que d'exercer ce métier qui visiblement ne me plaît plus, ne semble plus pour moi. Mais pour ceux qui me connaissent ici, s'il y a un truc que j'adore faire, c'est aussi être à contre-courant. Donc, plutôt que de lâcher l'affaire trop vite, j'ai un peu plus réfléchi et je me suis demandé, pourquoi est-ce que je suis devenu développeur ? Comme beaucoup de gens, c'est parce que j'aime bien coder. J'aimerais bien aussi être riche un jour. Mais a priori, j'aime bien coder. Et tout ce dont j'ai parlé, tous ces défauts-là, qui étaient ceux que je ressentais, ce n'est pas les choses liées spécialement au code. C'est des choses liées plutôt au travail autour. Donc après tout, pourquoi est-ce que j'abandonnerais un métier qui me permet de faire ce que j'aime à cause de choses qui ne sont pas liées à ce que j'aime ? C'est la question que je me suis posée. Donc je voulais persévérer dans ce métier pour cette raison-là. Évidemment, quand on se rend compte des travers de ce métier, il nous pèse. Mais si on veut persévérer dedans comme j'ai voulu le faire, pas lâcher l'affaire trop vite, il faut trouver comment les compenser. Donc comment on peut faire ça ? Pardon, je vais un peu vite. Il y a une question qui vient ensuite, c'est comment est-ce que je retrouve goût à ce métier dont j'ai perdu le goût ? Selon moi, il y a deux manières. On peut déjà faire quelque chose d'extrêmement difficile, on peut réfléchir. Réfléchir à quoi ? À ce que le métier il a de positif. Qu'est-ce qui nous apporte à nous, humains, développeurs et développeuses qui le pratiquons. J'ai parlé de travailler avec des gens qui ne sont pas toujours compatibles avec nous, mais inversement, au travail, on peut aussi se faire des amis. Et ces amis-là sont nos meilleurs alliés en cas de coup dur, en cas de difficulté, ils peuvent nous épauler, nous soutenir. On dit toujours que nos collègues ne sont pas nos amis. Par défaut, c'est plutôt vrai, je suis d'accord. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et savoir se faire des amis au travail, c'est quelque chose qu'il faut entretenir et protéger selon moi, parce que c'est une compétence très utile. J'ai oublié quel est le point suivant. Oui, les opportunités. C'est aussi un métier qui a énormément d'opportunités. Et ces opportunités sont énormément de possibilités d'évolution, de changement. Si ma situation d'aujourd'hui, par exemple, ne me plaît pas, j'ai énormément de manières de me réinventer, de m'orienter vers d'autres choses. L'informatique, c'est un domaine extrêmement large. Il y a plusieurs domaines, et dans les domaines, il y a des sous-domaines et des spécialisations. Donc évidemment, changer, se réorienter, se respécialiser, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Mais c'est un métier qui offre malgré tout cette possibilité. C'est aussi pour ça, par exemple, que je suis devant vous aujourd'hui, parce que je me suis dit, qu'est-ce que j'aimerais faire ? J'aime bien parler, donc faisons ça. C'est aussi un métier, on peut aussi, ça paraît bête de le dire, mais identifier qu'est-ce qu'on aime faire, quelle est la tâche qui me fait vibrer, quelle est la tâche qui me met dans
dans le flow au point que je ne vois plus le temps passer. Non pas pour faire que ça et garder tous les trucs chiants après, mais au contraire pour essayer d'un peu saupoudrer, pour se dire, bon voilà, j'ai cette tâche, ça me gaffe de la faire, mais au moins une fois que je l'ai fini, j'ai un truc cool qui m'attend et ça fait un peu une sorte, on peut se dire, ça fait une sorte de lumière au bout du tunnel, même si c'est un peu exagéré de le dire. Mais on peut aussi faire quelque chose, j'ai déjà spoilé, on peut aussi faire quelque chose d'encore plus dur, c'est se remettre soi-même en question. Parce que souvent le problème, il est là-dedans. Donc il y a aussi un travail à faire par là. Par exemple, on peut apprendre à relativiser. Tout seul, c'est très dur, mais avec de l'aide, c'est plus simple. Pourquoi ? Pour essayer de se rendre compte de qu'est-ce qui ne va pas dans notre quotidien, éviter d'être dans la boucle de ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, et de ne pas arriver à s'en sortir. C'est une sorte de manière de lever la tête hors de l'eau. Et sur le fait de relativiser, par exemple, il y a une autre étude, je vous ai parlé des devs malheureux, mais une autre étude universitaire sur un panel de 70 000 personnes, je mets la source à la fin, qui les a interrogés sur leur métier et qui a découvert que l'extrême majorité des plus heureux au travail parmi ces gens étaient développeurs. Donc il y a quelque chose à faire là-dessus. On peut aussi, par exemple, reconnaître nos limites, savoir quand est-ce qu'on est trop hors de notre zone de confort, non pas pour y rester tout le temps, mais pour identifier quand est-ce qu'on est... C'est trop pour nous, qu'on n'arrive plus à traiter les choses correctement. Ça va de pair avec une autre compétence qui est, selon moi, encore plus dure, et ils en ont parlé hier aussi, à acquérir, c'est savoir dire non. Mais ça, c'est encore autre chose. Savoir déjà reconnaître quand on est sous l'eau, c'est déjà quelque chose d'important parce que les autres peuvent nous aider dans ce genre de situation. On peut aussi se dire que parfois, évoluer, ça peut être... Le terme n'est pas très positif, mais ça peut être revenir en arrière. Par exemple, j'ai rencontré des gens qui étaient à des postes de management, qui sont revenus à des postes techniques parce qu'ils ont évolué vers ça, ils se sont rendus compte que ça ne leur plaisait pas, et donc ils sont revenus en arrière, entre guillemets. Mais c'est hyper intéressant de savoir faire ça, d'avoir le recul, de se dire non, ce n'était pas ce que je voulais. Et parfois, se dire j'ai le droit de m'engager sur un chemin, mais ce n'était pas le bon, donc je m'engage sur un autre à la place. Ces choix, forcément, c'est logique, ils ont des conséquences sur notre carrière, sur nous. Mais je ne pense pas qu'ils ferment forcément des portes. Je pense qu'ils nous en ouvrent des différentes qu'il faut savoir emprunter. Évidemment, ça dépend toujours des situations. Il y a toujours des cas malheureusement extrêmes dans un sens comme dans l'autre. Le but étant de faire, ça a été dit aussi hier, c'est marrant, de faire les choses en fait différemment, peut-être faire un peu moins, faire différemment, dans le but de faire mieux. Et surtout, en étant plus heureux. Parce que quand on est dans une situation où on se sent bien, on travaille mieux. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être un grand scientifique pour le dire. Quand on travaille bien, a priori, les choses se passent bien. Et c'est un cercle vertueux qui s'auto-entretient. Toutes ces choses-là dont je vous ai parlé, c'est un peu mon parcours, les pistes de réflexion que moi j'ai empruntées, qui m'ont permis de passer comme le petit protagoniste de Stardew Valley, de quelqu'un malheureux dans son métier qui envisage sérieusement d'en changer, à être aujourd'hui ingénieur, concepteur, développeur chez SQLi, et être, en tout cas globalement, bien mieux dans mes baskets. Bien sûr, le bonheur, je pense que vous serez d'accord avec ça, c'est pas quelque chose de constant. La plupart du temps, ça va. Il y a des jours, on ne sait pas trop pourquoi, mais ça va pas du tout. On a le moral dans les chaussettes. Mais justement, l'important, c'est d'essayer d'avoir le recul, de se dire qu'est-ce qui va pas. Parce que quand on se rend compte de qu'est-ce qui va pas, on peut réfléchir ensuite à quoi faire pour résoudre ce problème-là. Parce que le métier, en fait, il ne va pas vraiment changer pour nous, mais nous, on peut changer la manière dont on le pratique, la manière dont on l'adapte à nous en réalité, pour que ça soit un peu mieux. Et comme tout bon speaker, je ne connais pas la suite de mon texte. Tac. Voilà, oui. Le but de cette presse, ce n'était pas de vous dire quoi faire vous pour être heureux, mais vous donner les pistes qui, moi, m'ont aidé, pour que si un jour vous vous retrouvez dans cette situation, ce que je ne vous souhaite pas, ou que vous y êtes déjà, ce que je ne vous souhaite pas non plus, vous puissiez vous dire « Ah oui, tiens, c'est vrai, je pourrais faire ça. C'est vrai que ça s'adapterait peut-être à mon cas. » Et cette situation, elle peut se produire justement à tout moment, tout junior comme moi je l'étais, ou même plus confirmé, plus senior. Mais le but quand ça nous arrive, c'est de se poser des questions, réfléchir, pratiquer de l'introspection pour se demander « Est-ce que j'ai besoin de tout changer? Est-ce que j'ai besoin de me réinventer ?» Parfois, la réponse est oui. Parfois, c'est un métier qui ne me correspond plus et il est temps de changer, d'emprunter un nouveau chemin vers la vie. Est-ce que, par exemple, je suis en burn-out, même si c'est un mot fourre-tout? Est-ce que je suis en mal-être psychique? Dans ce cas-là, j'ai peut-être besoin de consulter un médecin spécialisé qui va savoir m'aider, sans forcément tout changer en autonomie. Ou est-ce que je n'ai pas oublié un peu d'où je viens?
Pourquoi j'ai fait ces choix-là? Qu'est-ce qui me plaît dans ma situation en réalité? Parce que j'ai la tête dans les problèmes et j'arrive pas à en sortir. Et l'introspection, pour moi, c'est la manière la plus simple de réfléchir à notre situation et de savoir quoi faire. L'introspection, pardon, j'ai mal parlé. L'introspection ne va pas nous dire quoi faire, mais elle va nous aider à savoir de quel côté regarder, par quelle fenêtre regarder, parce que le paysage à l'extérieur, lui, il est neutre, mais ce qui change, en fait, c'est la manière dont on le regarde. Merci à vous et de votre écoute. Et là, juste mes sources rapidement, voilà, ce sera sur la présentation comme ça. Voilà, bon, mon LinkedIn et mon Open Feedback, si jamais vous voulez faire des petits retours, ce serait fort sympathique. Voilà, on a le temps pour questions, s'il y en a. Si vous n'avez pas trop faim, on a tout le temps qu'il faut. Super, bon, mais on reste là 1 heure ou 2 encore, ça va. J'ai d'autres talks que je peux faire, si vous voulez. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci pour la presse, je trouvais ça très très instructif. Est-ce qu'il faut que je répète les questions, peut-être? Je peux parler plus fort. D'accord, non, je vais les répéter, c'est pas. C'est plus une remarque en même temps un questionnement derrière. J'aimerais bien que tu racontes un peu cet aspect-là. Je trouve qu'il y a un grand absent dans ta présentation, c'est le ou la manager. Oui. Je pense que quand un ou une développeuse se retrouve dans une situation comme celle-là, c'est important de se dire, la première personne avec qui je peux déjà en parler, c'est mon ou ma manager qui est là pour m'encadrer, m'accompagner et qui pourrait même déjà identifier que ça ne va pas avant que ça devienne difficile pour toi. Est-ce que tu as été un peu accompagné sur ces aspects-là par un ou une manager ou pas? C'était quoi ta situation à ce moment-là? La question c'est du coup, est-ce que dans cette situation j'ai été accompagné par un manager ou un responsable dans ce genre de situation? Alors la réponse est complexe. Dans cette situation, non. Et selon moi, c'était une erreur. Parce qu'en fait, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, justement, j'ai réfléchi. Et je me suis dit, je sais ce qui ne va pas. Et du coup, je pense pouvoir m'en sortir tout seul. Pareil, à cette époque-là, c'était une époque où j'étais en grand mal-être. Et l'erreur que j'ai fait, c'est de ne pas aller consulter, par exemple, un psychologue ou d'en parler trop autour de moi, à part à mes amis, bien sûr. Et je pense que c'était une erreur parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que je referai. Et ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, parce que j'ai eu d'autres périodes plus complexes depuis. Cette fois-ci, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à un professionnel de santé, etc. Et je ne sais plus où je voulais en venir. Mais du coup, non, moi je ne l'avais pas fait, mais je pense quand même que c'est important. Et je l'ai plus ou moins dit, mais c'est plutôt en sous-texte. Voilà, c'est important de savoir effectivement reconnaître quand on va mal et de le dire. J'en ai parlé dans la partie reconnaître ses limites, savoir dire aux autres, je me sens plus bien. Donc effectivement, c'était un absent, malheureusement, 15 minutes, je ne peux pas tout mettre, mais c'est une remarque très pertinente. Ouais, j'espère que j'ai répondu à ta question. Ouais, très bien, merci. Pas de question. Madame Desjans. Un commentaire, bravo pour ta présentation, c'était très bien. Et juste pour dire que là, tu as parlé de ton cas, parce que tu es développeur, mais c'est quelque chose qu'on peut assimiler en fait à tous les métiers. Tout à fait, tout à fait. Donc là, voilà, tu as parlé de ton expérience professionnelle, mais ce que tu as vécu dans tous les métiers, pas que dans l'informatique, on peut le vivre. Donc c'est... Oui, et c'était d'ailleurs le sujet de plusieurs des autres présentations d'hier, sur d'autres métiers. Moi, j'ai voulu en parler sous le prisme de plus quelqu'un qui l'a vécu, et en tout cas un dev en tout cas. Mais c'est vrai, c'est tout à fait applicable à d'autres métiers, en tout cas de l'informatique, ce dont j'ai parlé. Ben c'est bon alors, dans ce cas-là, merci à vous.